Abonne-toi à la chaîne pour découvrir des affaires criminelles françaises longtemps oubliées, et les vérités que certains auraient préféré garder enterrées. La nuit était tombée sur le littoral breton. Le vent salé s'engouffrait dans les ruelles étroites du village de Kermer, faisant claquer les volets des vieilles maisons de granit. Au loin, on entendait le ressac régulier des vagues, comme un murmure persistant. C'était un de ces villages où chacun connaissait tout le monde, ou du moins, croyait connaître. Pendant 50 ans, l'affaire Le Blaise, classée en 1973, avait hanté la mémoire collective. Officiellement, il s'agissait d'un banal accident en mer. Officieusement, les habitants savaient qu'il y avait plus. Beaucoup plus. Des regards se détournaient, des conversations s'interrompaient à son simple évocation. Mais personne n'avait jamais osé creuser. Jusqu'à aujourd'hui. L'inspecteur Julien Marek, originaire de Brest mais avec des racines familiales à Kermer, franchit le seuil du vieux commissariat local, dossier sous le bras. Une chemise cartonnée, jaunie par le temps, ficelée d'une cordelette. Sur la couverture, une inscription manuscrite en pâte de mouche. Dossier numéro 47B, Le Blaise classé. Il l'ouvrit, et une odeur de papier humide s'en échappa. À l'intérieur, quelques photographies en noir et blanc, un rapport d'autopsie incomplet, 2 témoignages contradictoires, et surtout, un nombre anormal de pages manquantes. Quelqu'un, à l'époque, avait voulu enterrer cette histoire. Le nom de la victime était Yann Le Blaise, marin-pêcheur de 32 ans, retrouvé mort sur les rochers près du phare de Pont-Marache au printemps 1973. Le rapport parlait d'une chute accidentelle. Pourtant, une phrase au crayon rouge, griffonnée sur le coin d'une page, attira immédiatement l'attention de Julien. Contusions incompatibles avec simple chute. Coup porté avant décès. Pas de signature. Pas de date. Comme un avertissement discret glissé par quelqu'un qui n'avait pas pu aller au bout. Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Derrière les murs épais du commissariat, le vent redoubla, et l'on aurait presque dit que la mer venait elle-même réclamer justice. Il consulta l'horloge. Dans moins d'1 heure, il avait rendez-vous avec celle qui, en 1973, avait été la dernière à voir Yann vivant, Maëlys Kerinek, aujourd'hui âgée de 84 ans. Pendant 5 décennies, elle n'avait jamais accepté de parler aux autorités. Mais quelque chose avait changé. Elle avait appelé elle-même la police, affirmant qu'avant de mourir, elle voulait dire la vérité. Julien referma le dossier, prit son manteau et s'enfonça dans la nuit froide, direction la maison Kerinek. La maison de Maëlys Kerinek se trouvait en retrait du village, sur une butte exposée au vent marin. On la surnommait la maison du haut des bruyères, un endroit que les enfants évitaient lorsqu'ils jouaient dans les champs. Non pas parce qu'elle était délabrée, au contraire, elle était impeccablement entretenue, mais parce qu'un silence étrange y régnait, comme si le temps s'y déroulait différemment. Julien poussa le petit portillon de fer. Il grinça longuement, brisant le calme nocturne. Une lumière vacillait derrière les rideaux. Il frappa. Après quelques secondes, la porte s'ouvrit. Maëlys apparut, frêle silhouette enveloppée dans un châle de laine sombre. Ses yeux, d'un bleu presque translucide, brillaient malgré son âge avancé. Elle observa Julien longuement avant de s'écarter pour le laisser entrer. L'intérieur était chaleureux, éclairé par une unique lampe à pétrole qui diffusait une lumière dorée. Des objets marins ornaient les murs, filets, maquettes de bateaux, portraits anciens de marins disparus. Sur une petite table, 2 tasses étaient posées, comme si elle l'attendait depuis des années. Sans un mot, elle l'invita à s'asseoir. Julien sortit son carnet, mais Maëlys leva la main. Pas de notes. Pas encore, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Elle inspira profondément. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que le poids devient trop lourd. Et parce que ceux qui m'ont fait taire ne sont plus là pour m'arrêter. Julien sentit son cœur accélérer. Maëlys joignit ses mains ridées et fixa la flamme de la lampe. En 1973, Yann Le Blaise n'est pas mort par accident. On l'a jeté du haut des falaises. Et moi, j'ai vu qui était là cette nuit-là. Julien resta immobile. Maëlys se mit à trembler légèrement, mais sa voix resta claire. Ils étaient 3. 3 hommes du village. Des hommes respectés. Des hommes dont les familles portent encore les noms avec fierté aujourd'hui. Elle se tut, comme si prononcer ces mots avait rouvert une blessure qu'elle avait tenté de refermer pendant un demi-siècle. Julien, malgré sa promesse, sortit lentement un enregistreur audio et le posa sur la table, sans l'allumer, comme une invitation. Maëlys posa sa main dessus. « Pas ce soir. Je vous raconterai. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi Yann devait mourir. » Dehors, un coup de vent fit trembler la maison. Les flammes vacillèrent. « Tout a commencé avec le trésor du Saint-Gwen », murmura-t-elle. Un nom que Julien n'avait jamais vu dans le dossier.
Maëlys scruta son visage pour s'assurer qu'il ignorait réellement ce secret. Un naufrage. 1894, une légende locale. On disait que son capitaine avait caché quelque chose dans les grottes sous les falaises, quelque chose que beaucoup ont cherché pendant des décennies, et que Yann avait retrouvé. Elle se leva avec difficulté et farfouilla dans une commode. Elle en sortit un petit carnet en cuir, relié par une cordelette. Lorsqu'elle le posa sur la table, un léger nuage de poussière s'envola. Ce carnet appartenait à Yann. Il me l'a confié la veille de sa mort. Il m'a dit, si je ne reviens pas, donne-le à quelqu'un qui aura le courage de comprendre. Elle regarda Julien droit dans les yeux. Je crois que c'est vous. Julien sentit un frisson presque électrique parcourir sa colonne vertébrale. Il défit délicatement la cordelette. À l'intérieur, des pages remplies de notes serrées, des dessins de falaises, des croquis de grottes marines et un symbole, entouré plusieurs fois au crayon, une spirale accompagnée de 3 points. Maëlys se rassit, visiblement épuisée. Les hommes qui ont tué Yann voulaient le carnet. Ils pensaient que j'étais trop faible pour le garder. Ils ont eu tort. Mais maintenant, je suis vieille. Je ne peux plus protéger ce secret. Il doit sortir au grand jour. Julien referma le carnet avec soin. Maëlys releva la tête, comme si un détail venait de lui traverser l'esprit. Faites attention, inspecteur. À Kermer, les morts ne reposent jamais vraiment. Et ceux qui gardent leur secret non plus. Un craquement se fit entendre sur le perron. Julien se retourna vers la fenêtre. Une ombre passa devant la maison, trop rapide pour être identifiée. Puis le silence retomba. Maëlys posa sa main sur la sienne. Vous n'êtes pas seul à vouloir la vérité. Prenez garde, ceux qui ont tué Yann avaient des enfants. Aujourd'hui, ce sont eux qui tiennent le village. Julien quitta la maison de Maëlys plus lourd qu'en y entrant. Le vent maritime fouettait son visage, tandis qu'il descendait le sentier bordé de bruyères. Il serra le carnet contre lui, protégé dans la poche intérieure de son manteau, comme un artefact précieux qu'il ne pouvait plus perdre de vue. Au loin, les lumières du village formaient un chapelet jaune vacillant dans la nuit. Kermer paraissait minuscule, presque immobile, mais derrière chaque fenêtre, Julien sentait désormais la présence d'yeux attentifs, de secrets et de silences complices. Il avait besoin d'un endroit pour réfléchir, observer, écouter sans éveiller les soupçons. À Kermer, il n'y avait qu'un seul lieu où l'on pouvait à la fois se fondre dans la masse et capter l'atmosphère du village. Le loup de mer, le pub local. En approchant, il entendit des rires, des voix graves, le bruit de verres entrechoqués. Une plaque en bois sculptée représentait un loup portant un ciré de marin, un verre de cidre à la main. Un humour breton typique, jovial, mais avec une pointe de mordant. Julien poussa la porte. L'odeur de bière, de bois ciré et de sel marin l'enveloppa aussitôt. Lorsque l'inspecteur entra, un silence presque imperceptible coupa l'air pendant un bref instant, avant que les conversations ne reprennent comme si de rien n'était. Ce n'était pas de la méfiance ouverte, c'était pire. Une reconnaissance tacite. On savait qui il était. On attendait de voir ce qu'il ferait. Le patron du bar, Guilherme Perrault, un colosse aux cheveux poivre et sel, s'avança pour l'accueillir. Son regard se posa sur Julien avec l'amabilité professionnelle de quelqu'un qui a appris, au fil des générations, à repérer un étranger et à en évaluer le degré de menace. « Soir, monsieur. Pas souvent qu'on voit du nouveau sang par ici. Qu'est-ce que je vous sers ?» Julien commanda un cidre sec. Il s'installa à une table en coin, d'où il pouvait observer la salle. 3 hommes attiraient immédiatement l'attention, non par leur comportement, mais par le respect silencieux avec lequel les autres clients semblaient leur laisser de l'espace. Ils ne parlaient pas fort, mais leur présence dominait. Julien connaissait leurs noms, ils figuraient dans le dossier, pas comme suspects, mais comme familles influentes du village. Armel Le Goff, patron de la conserverie locale. Tristan Le Hir, propriétaire de la flotte de pêche. Hugo Kerdran, adjoint au maire. Les héritiers. Les descendants des 3 hommes de 1973. Julien observa discrètement. À un moment, Armel Le Goff posa son verre, se pencha vers ses 2 amis et murmura quelque chose. Les 3 tournèrent simultanément le regard vers Julien. Leurs yeux s'attardèrent une seconde de trop. Puis un sourire, trop poli, trop calculé, se dessina sur les lèvres d'Armel. Il leva son verre dans un salut silencieux qui n'avait rien de chaleureux. Julien répondit d'un hochement de tête neutre, puis porta son attention au carnet. Il le sortit lentement, en prenant soin de ne pas l'exposer au regard, et feuilleta quelques pages. Les dessins de Yann représentaient des couloirs rocheux, étroits, partiellement submergés à marée haute. Chaque recoin semblait annoté de symboles, de coordonnées approximatives, de notes cryptiques en breton. Un passage attira l'œil de Julien.
pas sûr d'être seul dans les grottes. Et entendu des voix. Une lueur. Quelqu'un me suivait. Ne doit en parler qu'à Monsieur K. Elle comprendra. Monsieur K. Maëlys Kérinek. Julien repensa aux mots de la vieille femme. Je ne peux plus protéger ce secret. Il doit sortir. Un frisson remonta le long de sa nuque. Soudain, une chaise racla le sol. Les trois héritiers se levèrent. Armel Le Goff s'approcha du bar, posa quelques pièces, puis se dirigea vers la sortie. Avant de franchir la porte, il s'arrêta et lança un regard à Julien, un regard lourd de signification. Un avertissement silencieux. Tristan Le Hir et Hugo Kerdran le suivirent. Ils sortirent, mais ne s'éloignèrent pas. Julien entendit le clic d'un briquet, puis vit leur silhouette immobile à travers la vitre, fumant, attendant, observant. Il voulait qu'il sache qu'il était vu. Et qu'à Kermer, les étrangers qui fouillent trop profondément n'ont jamais été les bienvenus. Julien finit son cidre lentement. Lorsqu'il se leva pour partir, le silence se fit sentir derrière lui. Il sortit, traversa la place. Les trois hommes le regardèrent passer, impassibles. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, Hugo Kerdran murmura assez fort pour que Julien entende. Ici, certains souvenirs doivent rester dans la mer. Sinon, c'est la mer qui vient les reprendre. Julien ne répondit pas. Il monta dans son véhicule, verrouilla les portes, et démarra en direction du gîte où il logeait. Il n'était arrivé que depuis quelques heures, et déjà, Kermer avait refermé ses dents autour de lui. Le gîte où logeait Julien se trouvait à l'entrée du village, une petite maison de pierre louée aux visiteurs de passage, même s'il n'y en avait presque jamais. La propriétaire, une femme discrète nommée Rosen, lui avait remis les clés en début de soirée avec un sourire courtois, mais sans chaleur. Ici, l'hospitalité était polie, jamais intime. Une fois à l'intérieur, Julien s'assura d'avoir fermé volets et serrures. Il posa son manteau, alluma la lampe du salon et sortit le carnet de Yann Le Blaise. La maison était silencieuse, si silencieuse qu'on entendait le vent s'infiltrer sous la porte comme un souffle vivant. Il étala sur la table le carnet, ses notes personnelles et la copie partielle du rapport d'autopsie qu'il avait récupéré aux archives départementales avant son arrivée. Il compara les éléments avec attention. Plus il relisait, plus un détail l'intriguait. Le rapport officiel mentionnait « Mort par traumatisme crânien dû à une chute sur rocher côtier ». Mais une annotation marginale, à moitié effacée, indiquait « Large hématome circulaire derrière l'oreille gauche, forme incompatible avec rocher. Comme un coup porté par un objet arrondi. Un manche. Un marteau. Ou un poing. » Julien prit le carnet de Yann et chercha la date précédant sa mort. La dernière entrée, écrite à la hâte, presque fébrile, disait « Et enfin trouver l'accès principal. Marée basse oblige, passage étroit. Spirale sur paroi. Entendu voix pas seul. Rendez-vous avec MK. Demain. Si je ne reviens pas. » La phrase s'interrompait brusquement, comme si Yann avait été dérangé. Julien sentit un malaise croître. Quelqu'un avait déjà suivi Yann dans ses grottes, la veille de sa mort. Il consulta une carte de la côte. Les falaises indiquées étaient accessibles uniquement à marée basse. Les courants y étaient violents. Un lieu idéal pour un accident mis en scène. Un grattement soudain à la fenêtre fit sursauter Julien. Il se leva, approcha lentement, souleva légèrement le rideau. Rien que l'obscurité battue par le vent. Pourtant, il était certain d'avoir entendu quelque chose. Il resta immobile quelques secondes, attendant un autre son. Le silence revint, pesant. Il referma le rideau et se rassit. Alors qu'il reprenait ses notes, un petit objet tomba de l'intérieur du carnet, un morceau de parchemin plié en 4. Le papier était ancien, plus ancien que le carnet lui-même. Il l'ouvrit avec précaution. Il s'agissait d'une carte rudimentaire dessinée à la main. Les falaises, une croix, un symbole, la spirale à 3 points et une mention. Entrer uniquement quand la mer se retire. Au bas de la carte, une phrase en breton. Nazistro ketman zedeo ket tevet aer mort. Julien traduisit mentalement. Ne revient que si la mer n'a pas avalé la lumière. Un avertissement? Une superstition? Un code? Il rangea le parchemin dans sa poche. Il savait déjà qu'il irait dans ces grottes. Mais pas maintenant. Trop dangereux, trop tôt. Il s'apprêtait à éteindre la lampe pour se reposer lorsque quelqu'un frappa à la porte. 3 coups secs, rapides. Julien se figea. Qui, à cette heure, viendrait le voir alors qu'il n'avait informé personne de son gîte? Il approcha lentement, sans faire de bruit, et regarda par le judas. Rien. Le jour se leva sur Kermer enveloppé d'une brume dense,
comme si la mer avait décidé de recouvrir le village d'un voile pour masquer ce qui n'aurait jamais dû être révélé. Les premières lueurs du matin peinaient à percer le brouillard, les toits, les ruelles, même les falaises semblaient s'effacer dans un gris fantomatique. Julien avait dormi par fragments, son esprit constamment en alerte. Chaque craquement du bois, chaque rafale de vent contre les volets avait ravivé l'écho des 3 coups frappés à sa porte. Lorsqu'il sortit du lit, il vérifia instinctivement le carnet de Yann. Toujours là. Il s'habilla, passa un pull épais, et se dirigea vers l'extérieur. Dès qu'il ouvrit la porte, il s'arrêta net. Sur le paillasson, posé bien au centre, se trouvait un objet. Une coquille de buxin, la coquille d'un escargot de mer, mais peinte en noir, avec la spirale à 3 points gravée sur le côté. La même que celle du carnet. La même que celle dessinée dans les grottes. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Quelqu'un connaissait le symbole et savait qui le possédait. Julien mit des gants et ramassa la coquille sans la toucher directement. Elle avait été laissée volontairement, presque rituellement. Il fit le tour du gîte, observant les traces sur le sol. Le gravier était légèrement déplacé, comme si quelqu'un avait fait les 100 pas devant la porte pendant un long moment avant de partir. La brume rendait tout son, toute silhouette, irréelle. À quelques mètres, on distinguait une forme qui pouvait être un arbre, ou quelqu'un immobile. Julien referma la porte derrière lui. Une décision s'imposait. Il devait retourner voir Maëlys, obtenir davantage d'informations avant de confronter qui que ce soit. Il ne pouvait pas avancer à l'aveugle dans un village où chaque regard était un jugement et chaque silence un avertissement. Mais avant cela, il devait sécuriser une copie du carnet. Il sortit son téléphone pour photographier quelques pages, mais en consultant le signal, il remarqua qu'il n'y avait aucune couverture réseau. Le gîte semblait être une zone morte. Peut-être un hasard. Peut-être voulu. Dans ce village, Julien commençait à comprendre que très peu de choses relevaient du hasard. Il rangea le carnet dans son sac, prit ses notes, et sortit en direction de la maison de Maëlys. En marchant, il remarqua que plusieurs volets, restés ouverts la veille, étaient désormais clos. Des silhouettes se tenaient derrière les fenêtres, observant son passage sans chercher à se cacher. On percevait le frémissement de mains écartant légèrement les rideaux. Une femme referma brusquement la fenêtre lorsqu'il la croisa du regard. On murmurait. On chuchotait son nom. À ce moment-là, un vieux pêcheur en ciré vert, assis sur un banc, l'interpella sans lever les yeux. « Vous n'avez pas compris, hein? Ici, on n'aime pas qu'on gratte la vase. » Elle finit toujours par remonter à la surface, et ça pue. Julien ralentit. « Je cherche seulement la vérité. » Le vieil homme ricana, un rire amer. « La vérité ?» À Kermeur, la vérité a été noyée en même temps que Yann le Blaise. Et ceux qui ont essayé de la repêcher ont fini par s'y perdre aussi. Julien voulut répondre, mais l'homme ajouta, presque en chuchotant, comme pour se protéger lui-même. « Si vous êtes encore là ce soir, pensez à la marée. Ici, la mer prend plus qu'elle ne rend. » Il se leva et s'éloigna, boitant, sans un regard de plus. Julien sentit un poids grandir dans sa poitrine. Ce village n'était pas seulement hostile, il était habité par une peur ancienne, enracinée si profondément que même ceux qui connaissaient la vérité n'osaient pas la prononcer. Arrivé à la maison de Maëlys, il frappa. Pas de réponse. Il frappa encore, plus fort. Finalement, la porte s'ouvrit, mais pas comme la veille. Pas lentement. Pas avec prudence. La maison était vide. Pas un son, pas un objet déplacé, mais quelque chose avait changé. L'air à l'intérieur semblait plus froid. Sur la table, là où ils avaient parlé la veille, la tasse de Maëlys était encore posée. Une fine couche de poussière de craie blanche entourait la base de la tasse. Julien plissa les yeux. Il s'approcha. Ce n'était pas de la craie. C'était du sel. Disposé en cercle, comme une protection. Une pratique bretonne ancienne, utilisée pour tenir les esprits et les mauvaises intentions à distance. Maëlys connaissait la menace. Et elle avait essayé de s'en protéger. Julien se dirigea vers la chambre. Le lit était fait, impeccablement. Aucun signe de départ précipité. Pourtant, il manquait quelque chose. Le porte-manteau près de la porte était vide. Maëlys avait emporté son châle et son manteau. Elle était partie. Volontairement ou poussée. Sur la table, à la place où elle avait posé sa main la veille, se trouvait une petite feuille de papier pliée. Julien l'ouvrit. Une seule phrase, écrite d'une écriture tremblée, y figurait. « Ils savent que j'ai parlé. Ne me cherchez pas. » Julien resta de longues secondes immobile, la note entre les doigts. Les mots de Maëlys vibraient encore, comme une dernière tentative de le protéger. Pourtant, il savait déjà qu'il n'avait pas le luxe de reculer. Chaque minute écoulée rendait la vérité plus difficile à atteindre.
Et l'absence de la vieille femme n'était pas un hasard. Il quitta la maison, referma la porte derrière lui et décida de ne prévenir personne, du moins, pas encore. L'étau autour de lui se resserrait. Pour comprendre ce qui se passait, il devait suivre une piste concrète, une preuve matérielle. Et la seule trace qu'il possédait venait du carnet, les grottes. Le ciel restait couvert et bas. La brume persistait, plus épaisse qu'au matin, comme si elle empêchait délibérément la côte de se révéler. Julien marcha vers le chemin qui menait au littoral, traversant les hageons soumis aux rafales. Les pins tordus par les vents semblaient se pencher au-dessus du sentier, gardien silencieux d'un territoire interdit. En approchant des falaises, l'odeur d'iode devint plus forte. On entendait la mer gronder, invisible derrière le rideau de brume. Les falaises de Kermeur apparaissaient, masses sombres dressées comme des remparts contre l'intrusion. Un panneau, vieux et rongé par le sel, indiquait « Danger, falaise instable ». Marée rapide. Julien descendit un escalier taillé dans la roche. Chaque marche était humide, glissante. En bas, une crique étroite s'ouvrait, déserte. La mer se retirait. Il jeta un œil à sa montre. La marée basse durerait à peine 1 heure et demie. Peu de temps, mais suffisant pour observer. Le grondement de la mer se transforma en écho lorsqu'il entra dans l'ombre des rochers. Les parois étaient couvertes d'algues sombres, luisantes. À certains endroits, on voyait des marques profondes dans la pierre, comme si quelqu'un y avait usé des outils ou cherchait à élargir un passage. Plus loin, une cavité s'ouvrait, étroite, presque dissimulée. Elle correspondait au dessin du carnet. Julien s'y glissa. Le passage n'était praticable qu'en se courbant, presque à 4 pattes. L'humidité lui glaçait la peau. L'odeur était un mélange de sel, de pierre et de quelque chose d'indéfinissable, presque organique. Au bout de quelques mètres, la grotte s'élargit. Une faible lumière naturelle filtrait à travers une fissure dans la voûte. Julien s'arrêta net. Sur la paroi face à lui, gravée dans la roche, se trouvait la spirale à 3 points. Identique à celle du carnet. Mais ce n'était pas ce symbole qui fit se contracter sa gorge. Au pied du rocher, au sol, se trouvait un objet. Julien marcha d'un pas vif en direction de la maison de la famille Le Guen. La pluie, d'abord fine, se transforma en véritable lame d'eau fouettant son visage. Les éclairs illuminaient par instants la longue façade blanche de la demeure, lui donnant des allures de manoir hanté. À l'intérieur, il aperçut des silhouettes en mouvement, des ombres projetées par une lumière trop vive, comme si l'on s'agitait derrière les rideaux. Il s'arrêta avant de frapper. Un détail attira son attention. Le même symbole qu'il avait découvert dans le carnet de Yann, la spirale et ses 3 points, était gravé discrètement sur la pierre de l'encadrement, presque effacé par le temps, mais encore visible pour qui savait où regarder. Julien sortit son téléphone et prit une photo. À peine avait-il rangé l'appareil qu'un craquement se fit entendre, suivi du bruit sec d'un verrou. La porte s'ouvrit. C'était Enora Le Guen. Elle portait un pull de laine sombre, les manches retroussées. Ses yeux fixèrent Julien avec une intensité presque douloureuse. « Vous n'êtes pas du coin, dit-elle simplement. Pas besoin de vous présenter. Je sais qui vous êtes. » Sa voix était calme, mais une tension sourde la traversait comme une veine prête à éclater. Elle se décala pour lui faire signe d'entrer. Julien inspira, puis franchit le seuil. La chaleur et l'odeur du bois brûlé le surprirent. La maison semblait accueillante, bien plus que ce qu'il imaginait après la scène du pub. Le salon était décoré avec goût, tapis persans, photos anciennes encadrées, meubles en chêne massif. Mais une atmosphère étrange flottait, comme si la pièce retenait son souffle. Dans un coin, un homme d'une 40aine d'années, grand, sec, aux cheveux poivre et cils coupés courts, observait Julien sans mot dire. Ses yeux étaient trop brillants, comme ceux de quelqu'un dont le calme est une façade. « Mon frère Gwen. Vous l'avez déjà vu, je crois, dit Enora. » Gwen hocha la tête, sans sourire. « Vous cherchez des ennuis, inspecteur. Ou bien vous ne savez pas encore dans quel nid de vipère vous avez mis la main. » Julien ne répondit pas. Il ne retira même pas son manteau. Il resta planté près de la porte, prêt à ressortir au moindre signe de danger. « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» demanda Enora. Julien scruta leur visage. Le moment d'hésitation dura à peine 1 seconde, mais il lui sembla interminable. « Parce que je crois que votre famille sait ce qui est arrivé à Yann le Blaise. » Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Gwen s'avança lentement, ses pas étaient presque silencieux malgré le parquet ancien. Il se posta face à Julien, si proche que leur souffle se mêlait presque. « Ce nom n'a plus aucune place dans cette maison. »« Plus aucune » répéta-t-il d'une voix basse qui vibrait d'un danger contenu. Enora ferma les yeux un instant, comme si ces mots réveillaient en elle quelque chose de douloureux. « Racontez-moi ce que vous savez,
dit-elle finalement. Julien sortit le carnet de Yann de sa poche intérieure. Les yeux d'Enora s'écarquillèrent. Gwen, lui, fit un pas en arrière comme s'il venait de voir un serpent. « Où avez-vous eu ça ?» demanda-t-il brusquement. « De Maëlys Kerinek. » Le nom frappa les deux comme une gifle. « Elle a parlé ?» souffla Enora, choquée. Gwen serra les poings, les jointures blanchissant. Cette vieille aurait dû se taire jusqu'à son dernier souffle. Julien sentit un changement dans l'air. L'atmosphère accueillante s'effritait, remplacée par une tension électrique prête à exploser. « Je ne suis pas venu pour vous accuser, » dit-il calmement. « Je suis venu pour comprendre. Maëlys affirme que votre père était présent le soir de la mort de Yann. » Enora porta une main à sa bouche. Une larme glissa, mais elle ne la chassa pas. « On vous a dit qu'on voulait cacher la vérité, mais pas laquelle, » dit-elle en fixant la photo accrochée au mur. Un homme moustachu aux yeux clairs, l'air fier, posant devant un voilier. Gwen s'approcha de la cheminée, saisit une pince et remua le feu, les étincelles jaillissant comme un essaim de lucioles furieuses. « Notre père n'a pas tué Yann, » dit-il d'une voix étranglée. « Mais il a aidé à cacher le corps. » Julien sentit un frisson parcourir sa nuque. « Pourquoi ?» Gwen posa la pince, puis se tourna vers lui, les yeux rougis. « Parce que celui qui a poussé Yann n'était pas un homme. C'était son propre frère. » Le monde sembla se dérober sous les pieds de Julien. Enora éclata en sanglots silencieux. « Et ce n'est pas le pire, » ajouta Gwen. « Le pire, c'est ce que Yann avait découvert dans la grotte du Saint-Gwen. Ce que tout le village a juré de garder enterré. » Julien serra le carnet dans sa main. Une seule pensée le traversa. Il venait de mettre le pied dans un secret qui transformait non seulement un meurtre, mais toute l'histoire de Kermer. La pluie redoublait d'intensité, martelant les vitres comme si la tempête cherchait à entrer dans la maison. Julien, le carnet toujours en main, fixait Gwen, attendant la suite. Le feu crépitait dans la cheminée, jetant des ombres tremblantes sur les murs, donnant à la pièce des allures de confessionnal hanté. Enora essuya ses larmes d'un geste rapide, comme pour reprendre le contrôle. Sa voix, lorsqu'elle parla, était plus ferme. Ce que Yann a trouvé dans la grotte, ce n'était pas de l'or. Pas un trésor comme les anciens du village l'imaginaient. C'était quelque chose qui aurait détruit la réputation de Kermer à jamais. Gwen se détourna, les épaules secouées par une colère contenue. « Vous pensez que les villages meurent à cause du manque de jeunes, de travail ou de modernité? Non. Ils meurent quand la honte s'accroche à leur nom. Nous avons fait ce qu'il fallait, » dit-il, la voix brisée. Julien avança d'un pas, le regard rivé sur lui. Qu'est-ce que Yann a découvert? Silence. Seul le vent s'engouffrant dans la cheminée répondit, produisant un long gémissement qui fit frissonner Enora. Elle se leva, alla jusqu'à un meuble en bois près de la fenêtre et ouvrit un tiroir. Elle en sortit une boîte en fer, ancienne, cabossée, couverte de sel et de rouille, comme si elle avait été trouvée dans les entrailles de la mer et jamais ouverte depuis. Enora la posa sur la table entre eux. Julien sentit une tension dans l'air, comme si cet objet contaminait déjà la pièce par sa simple présence. « Yann nous l'avait montré », murmura-t-elle. 2 jours avant sa mort. Gwen détourna le regard. « J'aurais préféré mourir plutôt que de la revoir », dit-il dans un souffle. Julien défit le loquet de la boîte. À l'intérieur, des photos jaunies, un petit carnet détrempé par le sel, un crucifix brisé, et 3 bagues en argent gravées du même symbole que celui du carnet de Yann. Mais ce qui attira son attention fut la première photo, une image en noir et blanc, datée de 1894, montrant des hommes alignés devant une grotte. 8 hommes. Et au centre, un enfant. Julien fronça les sourcils. L'enfant était attaché à un poteau, les mains liées, la bouche bâillonnée. Les hommes autour souriaient. Pas un sourire de fête ou de camaraderie. Un sourire dur, satisfait. L'un tenait un seau, un autre un livre ouvert, peut-être religieux. Le revers de la photo portait une phrase écrite à l'encre effacée. « Pour que la mer nous garde et nous pardonne ». Julien sentit son estomac se contracter. Il prit une respiration lente. Qu'est-ce que cela signifie?